Le Mexique. Un pays en perpétuel mouvement. Ici, les migrations d'animaux, qu'ils soient grands ou petits, contribuent à la richesse et à la diversité des paysages. Chaque année, ils sont des milliers à affluer vers ces marais pour élever leur précieuse progéniture. Nombre d'entre eux traversent les océans pour pondre sur ces plages. Des millions d'autres choisissent d'hiberner dans des forêts de montagnes centenaires. Certains viennent chercher un partenaire, d'autres s'abriter du froid, d'autres enfin bravent ces vastes déserts volcaniques en quête de nourriture. Mais pour chacun d'entre eux, ces migrations ne relèvent pas d'un choix. C'est la condition même de leur survie. C'est le mois de janvier, le plein hiver dans l'hémisphère nord. À 80 km au large des côtes de Basse-Californie, s'étend l'archipel San Benito. Un refuge pour des milliers d'éléphants de mer. Ils ont passé les 5 derniers mois à chercher des proies sur les côtes d'Alaska. Mais en décembre, lorsque les températures se mettent à chuter, ces voyageurs au long cours entament un épuisant périple de 5000 km vers le Mexique. Les mâles viennent ici pour s'accoupler. Mais ce groupe de femelles est déjà pris. Un mâle de 4 tonnes monte la garde. C'est lui qui règne en maître sur cette plage. Il fait partie des premiers arrivés et s'est arrogé ce territoire où il fait valoir ses droits de reproduction sur tout un harem. D'autres mâles cherchent chaque jour à l'évincer, dans l'espoir de s'accoupler avec l'une de ses femelles. Son pouvoir est sans arrêt remis en cause. Par conséquent, il ne quittera pas cette plage pendant 2 mois, pas même pour se nourrir, de peur d'être détrôné. C'est physiquement la période la plus éprouvante de sa vie. Un mâle de petit gabarit tente sa chance. Mais il suffit d'un grognement et d'une ébauche d'attaque pour faire reculer l'assaillant. Seul un mâle de force équivalente obligera ce mastodonte à se battre. Parfois même jusqu'à la mort. Un nouveau rival s'approche. Et il est énorme. Il grogne pour signaler sa présence. Les plus jeunes mâles s'écartent. L'assaillant est là pour s'emparer du harem, de force s'il le faut. Il conquiert une première femelle et se dirige droit sur la colonie. Il pousse à nouveau des grognements. Le maître des lieux est furieux. Mais son adversaire ne bouge pas d'un iota. Piqué au vif, le mâle part à la charge pour défendre son harem. Le vainqueur raflera la mise.
Le maître du harem chasse son rival et l'oblige à reprendre la mer. Il a réussi à conserver son territoire et ne se gêne pas pour savourer sa victoire. Mais d'autres rivaux ne vont pas tarder à se présenter. Ces éléphants de mer resteront sur l'archipel jusqu'à la fin de l'hiver, lorsque la hausse des températures annoncera leur retour vers le nord. 5000 km les séparent des eaux où ils se nourrissent, au large des côtes de l'Alaska. Les éléphants de mer effectuent une double migration. La première en décembre pour s'accoupler, la seconde en juin pour muer. Un voyage annuel de 10 000 km aller-retour, soit la deuxième plus longue migration du royaume animal. Avec l'arrivée du printemps, le Mexique se réchauffe peu à peu. De l'archipel San Benito aux montagnes du Michoacán, chacun sort de sa torpeur, dont un des migrateurs les plus impressionnants du globe. Voici les forêts de pins Oyamel du centre du Mexique. Cet habitat alpin unique est un vestige d'une époque où la terre était plus froide et plus humide. Il ne reste aujourd'hui plus que 2% des conifères d'origine. Leurs branches sont chargées, non pas d'aiguilles, mais de millions de papillons monarques. Ces papillons sont nés au Canada et ont parcouru en 3 mois plus de 5000 km, une distance colossale que leurs ancêtres ont effectuée dans le sens inverse sur 3 générations. Ils sont arrivés il y a 5 mois et ont passé l'hiver immobile, en état d'hibernation. Comme certains ours, ils ont besoin de la chaleur du printemps pour se réveiller. Dès les premiers rayons du soleil, ils savent qu'il n'y a pas un instant à perdre. Ils sont des millions à s'envoler dans le ciel, à l'unisson, pour se trouver une partenaire. Pour les femelles, il y a l'embarras du choix. Mais pour les mâles, trouver l'âme sœur relève du sacrifice ultime. Qu'ils y parviennent ou non, ce sera leur dernière semaine sur Terre. Voici un mâle, facilement identifiable à ses 2 points noirs au bas des ailes. Il a besoin de s'accoupler au plus vite. La chance est de son côté. Voici une femelle, et elle est seule. Mais il doit agir avec précaution. L'hiver a été rigoureux et ses réserves sont au plus bas. En même temps, il désire à tout prix transmettre ses gènes avant de mourir. Sauf qu'il pourrait tuer sa partenaire en s'accouplant trop violemment. Il l'enlève à l'agitation ambiante et lui injecte son sperme. Il y ajoute un cocktail nutritif en prévision de sa gestation et du long voyage qui l'attend. Il perd jusqu'à 1/3 de son poids pendant l'opération. Un mâle trop empressé risque de faire exploser sa partenaire. Mais pas celui-ci. À présent chargée de centaines d'œufs fécondés, cette femelle, comme des millions d'autres, va entamer la 2e étape de cette incroyable migration. Elle va s'envoler vers le nord et traverser le Mexique jusqu'au Texas, à 1500 km de là. Elle y trouvera de la nourriture et un endroit sûr où pondre ses œufs.
et c'est la génération suivante qui poursuivra son voyage vers le nord. Quant au mâle, son voyage s'achève là. Sa partenaire l'a pour ainsi dire laissé exsangue. Mais ses arrière-arrière-petits-enfants seront amenés à devenir la super génération suivante, celle qui aura la force de parcourir, depuis l'Amérique du Nord, les 5000 km en direction des forêts de pins Oyamel du Michoacán. À 1500 km de là, sur les côtes de Basse-Californie, une autre femelle se prépare elle aussi à migrer vers le nord. Avec ses 25 km de long, ses 5 km de large et ses 4 mètres de profondeur, le lagon San Ignacio est le site idéal où mettre bas pour ces 20 000 baleines grises du Pacifique. C'est l'une des 4 pouponnières de ce type en Basse-Californie. Les baleines sont arrivées en décembre. Certaines pour s'accoupler, d'autres pour mettre bas. En hiver, ces eaux tropicales relativement salées maintiennent les baleineaux au chaud et favorisent leur flottaison. Un moyen d'économiser leur énergie au moment où ils se constituent une épaisse couche de graisse en prévision du voyage vers les eaux froides du nord. Mais comme la nourriture est rare dans ce lagon, ces mères sont obligées de puiser dans leurs réserves pour allaiter leurs petits. Avec un bébé qui boit jusqu'à 200 litres de lait par jour, cette femelle meurt de faim. Elle racle le fond marin à la recherche des moindres crustacés, larves et œufs enfouis dans le sable. C'est un comportement propre aux baleines grises et rare chez les autres espèces. Mais pour certaines mères, c'est la fin du voyage. C'est à présent le mois d'avril et il faut songer à quitter le Mexique. Affaiblies, affamées, elles doivent parcourir les 8000 km qui les séparent de l'océan Arctique, où elles pourront se nourrir et reconstituer leurs réserves. Les mâles et les femelles fraîchement fécondées sont déjà repartis. Les mères sont les dernières à se mettre en route avec leurs petits. Elles se dirigent vers le nord en longeant les côtes par petits groupes. Même une baleine de 40 tonnes compte sur la force du nombre. Des prédateurs les attendent en chemin. Mais les baleines n'ont pas le choix. C'est au nord qu'elles trouveront à manger. Avec l'arrivée du printemps, la hausse des températures favorise la prolifération du plancton sur les côtes. Cette manne soudaine attire à la surface des millions de crabes pélagiques, teintant de rouge les eaux turquoises de la Baja. Ces crabes remontent des grands fonds pour se nourrir. Et également, selon certains, pour s'accoupler. Mais comme le plancton qu'ils ingèrent, ils sont tributaires des courants. Ces mini-crustacés sont des proies faciles pour les baleines et les phoques migrateurs. Ces nuées de crabes vont s'agglutiner et former un essaim long de 5 km. Si dense qu'il empêche toute lumière de pénétrer. Le plancton attire d'autres migrateurs affamés. Des milliers de raies mobula. Elles se déplacent en large banc dans la mer de Cortez. Et agitent leurs grandes ailes blanches en une danse collective.
Mais certaines tentent de se démarquer. Et même s'ils pèsent plus d'une tonne, mâles et femelles peuvent faire des bonds de 2 mètres hors de l'eau. Tout est bon pour se faire remarquer. Et ceux qui y parviennent ont plus de chances de repartir à 2. En remontant vers le nord, les baleines grises préfèrent rester près des côtes, où elles sont mieux protégées et où la nourriture est plus abondante. Mère et petit restent côte à côte, communiquant par des cliquetis et des grognements. Une séparation pourrait leur être fatale. Des orques. C'est la saison de la chasse. Leur arrivée est parfaitement calculée. Elles n'ont qu'un objectif: tuer les baleineaux. Une mère et son petit resté à la traîne ont quitté la zone de sécurité. Leurs cris portent à des kilomètres sous l'eau. Les orques les ont repérés. Elles se rapprochent, avec des pointes à 50 km/h. Elles s'y mettent à plusieurs pour isoler la mère de son petit. Elle fait 2 fois leur taille et pourrait tuer une orque d'un coup de son énorme queue. Mais seule et épuisée, elle ne peut pas faire grand-chose. Les orques noieront son petit et lui mangeront la langue, le morceau le plus savoureux. Les orques tuent jusqu'à 4 baleineaux par semaine pendant la migration des baleines grises. Plus près des côtes, d'autres mères et leurs petits sont arrivés à passer inaperçus. Mais ce n'est que le début d'un voyage de 8000 km vers le nord. Ces migrations font partie intégrante de leur vie et ces baleines devront braver le danger 2 fois par an, tant qu'elles vivront. Alors que sur la côte ouest, les baleines vont vers le nord, sur la côte est, le printemps marque l'arrivée d'un migrateur d'un genre très différent. À Ria Lagartos, dans la péninsule du Yucatan, il y a une profusion de roses. Des flamands des Caraïbes. 40 000 au total. Après avoir passé l'hiver dans le golfe du Mexique, ils se retrouvent dans cette lagune d'eau salée qu'ils vont transformer en gigantesques pouponnières. L'une des plus grandes d'Amérique. Chaque jour, de nouveaux couples arrivent et s'attribuent un territoire au sein de la colonie. Des disputes éclatent autour des meilleures places.
mais c'est chacun pour soi. Les retardataires sont repoussés en périphérie où les nids sont plus exposés aux marées et aux prédateurs. Chaque couple monte la garde devant son œuf. Les premiers arrivés maintiennent le leur au chaud et au sec depuis 1 mois. Les nids nécessitent une attention constante pour ne pas être submergés à marée haute. Les parents vocalisent doucement devant leur œuf pour apprendre aux futurs poussins à reconnaître leur voix. Faire rouler l'œuf favorise son éclosion. Mais la moindre maladresse peut être fatale. Chaque année, des centaines d'œufs sont perdus et pourrissent dans le sable. Contrairement à leurs parents, les petits sont blancs comme neige. Ce père assure la halte garderie pendant que sa partenaire est partie se nourrir. Le poussin finira par prendre une couleur rosée après un régime à base d'algues et de zooplancton. Mais dans les 2 mois qui viennent, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour se nourrir seul, il se contentera d'un mélange de protéines et de graisses régurgitées. Un poussin en pleine croissance est insatiable. Sauf que son père est au bout de ses réserves. Il va rejoindre un groupe sur la zone d'envol aux abords de la colonie. La voie est libre et l'équipe de ravitaillement s'envole. Ils pourront aller jusqu'à Cuba, à 500 km de là, pour chercher à manger. Au mois de mai, les monarques qui se sont accouplés dans les montagnes du Michoacán ont parcouru 1500 km. Ils ont survolé des forêts tropicales, des plateaux herbus et le désert de Chihuahua jusqu'à la frontière nord du Mexique, où se trouve le parc national de Big Bend. C'est ici qu'ils vont pondre leurs œufs. Ils choisissent des plants d'asclépiade, une fleur en apparence insignifiante, mais vénéneuse pour beaucoup d'animaux. Ce qui en fait l'endroit idéal où pondre leurs œufs. C'est aussi la seule plante que leur progéniture parvient à digérer. La chenille n'a qu'un seul but, manger. Au bout de 2 semaines, elle pèsera 2000 fois son poids initial. Un peu comme si un nourrisson pesait 7 tonnes 15 jours après sa naissance. En se gavant de feuilles d'asclépiade, la chenille absorbe ses toxines et devient à son tour nocive pour ses prédateurs éventuels. Une fois rassasiée, elle cesse de manger et se suspend la tête en bas. C'est l'heure de la métamorphose. Au prix d'un effort surhumain, sa peau va se déchirer et libérer la chrysalide. Au bout d'1 heure, la coque de la chrysalide s'est durcie. Elle va respirer grâce à ses petits orifices dorés, pendant qu'à l'intérieur, une véritable métamorphose s'opère. Une tête et un corps se dessinent, ainsi que, au miracle, des ailes. Au bout de 2 semaines, un tout nouvel insecte s'est formé. La chenille est devenue papillon. Dans ses ailes orangées et noires coule le poison de l'asclépiade. Contrairement à ses parents dont l'existence a duré 8 mois, cette femelle monarque ne vivra que 4 semaines.
Elle s'accouplera et remontera vers le nord en pondant ses œufs au gré des plans d'Asclépiade. Il faudra plusieurs générations pour remonter ainsi jusqu'au Canada. C'est uniquement là-bas qu'au mois d'août, la 4e et dernière génération de monarques verra le jour. Une super génération, assez robuste pour entreprendre le long voyage de retour vers le Mexique et y passer l'hiver. Sur les plages d'Oaxaca, d'autres migrateurs arrivent pour nicher. À marée haute, ils commencent à s'échouer au milieu des rouleaux. Ce sont des tortues olivâtres. Au début, elles arrivent seules ou par deux. Mais au bout d'une heure, elles sont des milliers. Dans les semaines qui viennent, plus de 4 millions de femelles venues des 4 coins du Pacifique viendront pondre leurs œufs dans le sable. Sur la plage même où elles ont vu le jour. Cette femelle d'une 40aine d'années a fait le voyage d'innombrables fois. Chargée de ses précieux œufs, elle doit faire des efforts surhumains pour ramper sur le sable. Mais elle ne peut montrer aucun signe de faiblesse, car elle est surveillée. En septembre, les vautours tournoient au-dessus de ces plages. Ils n'hésiteront pas à s'attaquer à une tortue morte ou à l'agonie. Une fois que cette femelle a trouvé un emplacement, le véritable travail commence. Elle creuse un trou profond, se servant de ses nageoires comme de pelles. Si le nid n'est pas assez profond ou qu'il se trouve en dessous de la ligne de marée haute, les œufs risquent d'être emportés. Lorsque le nid est suffisamment profond, elle entre dans une sorte de transe et commence à pondre. En moins d'une heure, elle a expulsé une centaine d'œufs, parfois 2 par 2. Utilisant le peu d'énergie qu'il lui reste, elle rebouche rapidement le trou pour le soustraire aux regards indiscrets. Il faut encore tasser le sable. C'est l'heure du dernier coup de collier avant de retrouver l'océan. Pour certaines, la ponte est une trop grande épreuve. Au bord de l'épuisement, cette femelle trouve la force de se propulser en avant au milieu d'une foule de mères déterminées. Elle finit par disparaître dans l'océan, où elle va reprendre une vie solitaire, se laissant dériver au gré des courants sur des milliers de kilomètres, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau temps de revenir au Mexique. C'est à présent l'automne, et les températures commencent à baisser dans le golfe du Mexique. Au mois d'octobre, les flamants roses ont quasiment tous quitté Ria Lagartos et se sont dispersés dans le golfe du Mexique à la recherche de nourriture. Il ne reste qu'un couple
qui attend l'éclosion de son œuf. Autour d'eux, les poussins autrefois blancs sont devenus gris. Ils apprennent les mœurs des flamants roses sous l'œil vigilant de quelques adultes. Des femelles d'âge mûr restées célibataires. Ces babysitters sont chargés d'éduquer et de protéger l'ensemble des petits. Cette crèche en compte pas moins de 20 000. Les jeunes observent attentivement leurs professeurs et apprennent à se toiletter, à dormir et à filtrer leur nourriture. Un groupe de parents rentre chargés de friandises. Ils doivent désormais se poster derrière leurs petits pour les nourrir, tellement leur bec a grandi. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Un faucon survole les lieux, suivi de plusieurs vautours. L'alerte est donnée. Et il ne s'agit pas d'un exercice. Les adultes emmènent les petits à l'abri. Les obligeant à cavaler en rang serré. La parade formait un vortex impénétrable. Mais un œuf abandonné est une proie plus facile. Les vautours engloutissent les restes, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. En pourrissant, certains œufs se remplissent de gaz et se transforment en véritables bombes à retardement. Les explosions suffisent à faire détaler les prédateurs. Le calme revient sur la colonie, juste à temps pour le cours le plus important. L'apprentissage du vol. Des jeunes de tous âges sautillent et battent des ailes, s'inspirant des escadrilles qui passent au-dessus de leur tête. Dans quelques mois, ils participeront eux aussi à la grande migration et s'envoleront sur les côtes du Golfe à la recherche de nourriture et d'un partenaire pour un jour revenir à Ria Lagartos fonder leur propre famille. Certaines migrations s'effectuent sur des milliers de kilomètres selon des cycles plus ou moins longs, alors que d'autres, tout aussi spectaculaires, se déroulent au quotidien.
La réserve de biosphère de Calakmul dans le Yucatan constitue la plus grande forêt tropicale du Mexique. Elle s'étend sur plus de 600 000 hectares au cœur de la forêt maya. Au-delà des pyramides en ruine, dissimulé en pleine jungle, se trouve un cratère mystérieux. Certains pensent que c'est l'œuvre d'une météorite. Les anciens Mayas lui vouaient un culte et y voyaient la porte des enfers. Chaque soir, 1 heure avant le coucher du soleil, cette grotte isolée est l'épicentre d'une étonnante migration. Huit espèces de chauves-souris commencent à se réveiller. Elles s'envolent en spirale dans un concert de battements d'ailes. Elles sont plus de 4 millions. Elles planent au-dessus de la canopée et se dispersent dans la nuit, en quête d'insectes. À 1200 km à l'ouest, dans le centre du Mexique, les forêts du Michoacán se préparent à célébrer le retour du monarque. C'est la fin du mois d'octobre. Les pins Oyamel sont vides depuis 8 mois. Mais les arrière-arrière-petits-enfants du monarque sont de retour. C'est la 4e et dernière génération de l'année. La fameuse super génération. Ces papillons sont nés au Canada et sont en route depuis 3 mois. Ils ont parcouru plus de 5000 km, une distance colossale. C'est la plus longue migration chez un insecte. Alors que la saison des migrations se termine, il reste un migrateur dont ce sera le tout premier voyage. C'est le mois de novembre sur la côte pacifique du Mexique. 6 semaines se sont écoulées depuis que les tortues olivâtres sont venues pondre sur ces plages. Les grandes marées d'automne ont laissé de nombreux nids à découvert. Des rangées de vautours attendent impatiemment leur tour. Mais ils sont déconcentrés par une certaine effervescence souterraine. Après 3 jours d'efforts, ces minuscules bébés émergent en masse de leur nid et vont tenter d'échapper aux vautours. Une centaine de petites carapaces noires sortent du sable et cherchent désespérément à s'enfuir en groupe. Une fois libres, elles entament leur course vers l'océan. Si elles vont trop lentement, elles risquent de cuire au soleil. Mais elles devront d'abord éviter les vautours.
faut rester au milieu du groupe. Les retardataires sont des cibles faciles. Celle-ci l'a échappé belle. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Vient ensuite le grand saut. Un dernier effort pour échapper au piège des crabes. À seulement quelques mètres de la liberté, bien des tortues se font engloutir dans le sable. Mais celle-ci refuse de capituler. L'appel de l'océan est trop fort. Pour elle, le voyage ne fait que commencer. Seule 1 sur 1000 atteindra l'âge adulte. Mais si elle arrive à survivre, cette tortue retournera sur la plage où elle a vu le jour, transportant avec elle la future génération de migrateurs.